Salut Pauline. Salut Mégane. Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Et cette semaine, on parle du VIH. Pour ça, on a rencontré la directrice générale de SIDAction, Florence Thune, elle-même porteuse du virus depuis 27 ans. Elle a parlé de l'association du VIH et de la prévention contre ce virus, mais également des traitements et discriminations que subissent les personnes séropositives. C'est en 1994 que plusieurs associations se sont réunies et ont fondé Ensemble contre le sida afin de lutter contre l'épidémie. Si aujourd'hui on peut vivre quasiment normalement avec le VIH, il est absolument nécessaire d'être dépisté pour être soigné et ne plus le transmettre. Bonne écoute. Bonjour Florence et bienvenue sur Truc de Meuf. Aujourd'hui on va parler du sida, de SIDAction. Mais juste avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Oui, alors bonjour. Donc je m'appelle Florence Thune et je suis directrice générale de SIDAction. Et je vis avec le VIH depuis 27 ans. Est-ce que déjà, pour commencer, tu pourrais nous expliquer ce que c'est le sida ? Alors, le sida, c'est la maladie qui correspond au stade où on arrive quand on est infecté par le VIH depuis très longtemps et qu'on n'a pas eu accès à des traitements. Donc ça, c'est important de faire la différence à chaque fois entre le VIH et le sida, parce qu'en fait, on peut vivre avec le VIH sans jamais avoir eu le sida, parce que grâce au traitement, aujourd'hui, on reste en bonne santé. En revanche, quand on a le sida, on a forcément le VIH. Donc ça, c'est un peu comme on a beaucoup parlé du Covid, mais en fait, on avait le virus qui était qui s'appelait le SARS-CoV-2 et qui a amené à la maladie Covid. Donc ça, c'est important parce que quand on dit aujourd'hui vivre avec le VIH, on dit bien vivre avec le VIH, avec le virus et pas avec le sida. Donc voilà, et c'est important de faire la différence entre le virus et la maladie qui se déclare si on n'a pas accès au traitement. Mais donc ce qui veut dire que quand on a le VIH, on n'est pas nécessairement malade en fait. Tout à fait, c'est-à-dire que si on n'a pas accès au traitement, on va l'être de toute façon et ça reste un virus mortel et on va mourir. Mais effectivement, aujourd'hui, grâce à l'avancée des traitements, si on a accès à un traitement rapidement après l'infection et même quelques années encore après l'infection, on peut rester effectivement en bonne santé. Hein. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Hein. C'est aussi une nouvelle qu'il faut faire passer pour inciter les gens aussi à aller se faire dépister. Parce que même si c'est pas une bonne nouvelle, évidemment, d'apprendre qu'on est séropositif, malgré tout, la bonne nouvelle qui suit derrière, c'est de se dire qu'aujourd'hui, en tout cas dans des pays comme la France, quand on a accès rapidement au traitement, non seulement on reste en bonne santé, donc ça c'est aussi important, et en plus, grande révolution qui a été démontrée ces dernières années, on ne transmet plus le virus. C'est-à-dire qu'en fait, les traitements aujourd'hui, ils ont non seulement un pouvoir, on va dire, une action curative, en tout cas curative en prenant son traitement tous les jours, et en plus, ils ont un effet préventif, puisque vraiment, il y a zéro risque de transmettre le VIH. Ça, j'insiste là-dessus parce que c'est, notamment, on viendra je pense, sur les questions de discrimination. C'est important de pouvoir en parler parce que voilà, aujourd'hui, on confirme que, déjà, on le savait déjà depuis longtemps, une femme séropositive peut avoir des enfants sans aucun risque de transmettre le virus à son enfant. Et par ailleurs, dans le cadre de relations sexuelles, on peut avoir des relations sexuelles sans préservatif, parce qu'effectivement, quand on est séropositif et qu'on est sous traitement, on n'a aucun risque de transmettre le VIH. On le répète un peu en boucle parce que c'est une information importante. Oui, c'est important de le dire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu en quoi consistent les traitements ? Oui, alors effectivement, quand on vient d'apprendre donc sa séropositivité, on est mis sous traitement qui sont essentiellement ce qu'on appelle des trithérapies en fait, qui sont arrivées en 96 et en 1996, ça a été vraiment la bascule sur effectivement les progrès faits en termes de traitement. Ces trithérapies, c'est tout simplement 3 molécules qui sont selon les formes de médicaments, soit mis en un seul médicament, une seule gélule, soit 3. Enfin voilà, aujourd'hui c'est souvent une seule gélule. Avec l'évolution aussi des traitements, on repasse aujourd'hui parfois à une bithérapie, donc qui est un petit peu plus légère. Mais en tout cas, que ce soit une bithérapie ou une trithérapie, c'est un traitement, quelle qu'en soit sa forme finalement, qui va être pris à vie. Donc soit on est sur des traitements qui vont être pris tous les jours, matin et soir ou une fois par jour, soit on a là plus récemment depuis l'année dernière ce qu'on appelle des traitements injectables qui peuvent être injectés donc tous les 2 mois. Donc les personnes vont à l'hôpital ou chez leur médecin tous les 2 mois pour recevoir leur injection. Donc ça, c'est des progrès qu'on continue à voir sur l'évolution des traitements, mais ça reste le même principe, c'est-à-dire que ce sont en fait des traitements qui soient pris au quotidien ou tous les 2 mois.
on va dire, si je donne une image, mettre sous cloche le virus, l'empêche de se propager dans le corps, permettre à l'immunité de bien se restaurer, et bloque le virus à condition qu'effectivement ce traitement il soit pris tout au long de sa vie. Pour l'instant, on n'a pas de traitement définitif du VIH. Je trouve que c'est déjà une super avancée de savoir qu'on peut vivre avec, parce qu'effectivement, comme tu le disais, on pourra reparler aussi de la discrimination, mais c'est vrai qu'on a pas mal d'idées reçues sur le fait que voilà, ça peut pas être soigné, on le transmet, c'est extrêmement dangereux, et même juste parfois, quand on entend parler du VIH ou du sida, c'est il faut surtout pas limite qu'on s'approche de cette personne, et bon. Aujourd'hui, on est en 2023, je pense que c'est important vraiment de le répéter et de dire que on peut ne pas le transmettre effectivement. Et du coup, je voulais savoir, pour expliquer correctement, comment est-ce qu'on peut se retrouver malade, comment est-ce qu'on l'attrape, comment ça se passe ? Ça n'a pas changé, c'est-à-dire que les modes de contamination finalement sont ceux qu'on connaît, hein, c'est par voie sexuelle, par le sang et par le lait maternelle, et tout ça de nouveau quand on n'est pas sous traitement. C'est-à-dire que vraiment j'insiste sur quand on est sous traitement, effectivement ça empêche justement ces contaminations. Mais de fait, quand on est contaminé, c'est parce que on a été contaminé par exemple aussi par usage de seringues non stérilisées si on utilise des drogues ou par voie sexuelle effectivement. Donc ce qui se passe au début, c'est que finalement ce virus il reste très silencieux. Il y a une phase au début où on peut avoir quelques symptômes type grippal ou angine et qu'on laisse un peu passer sans savoir vraiment ce que ça peut être. Et ensuite le virus il devient très très silencieux, mais silencieusement il commence en fait à dégrader l'immunité. Il va attaquer les cellules qui constituent nos défenses immunitaires et puis il va se propager dans le corps. Si on fait rien, il se propage jusqu'à atteindre, si on ne fait rien de nouveau, ce qu'on disait tout à l'heure, cette phase sida, où, in fine, le virus reste toujours mortel, on meurt si on n'a pas d'accès au traitement. Aujourd'hui, c'est pour ces raisons que ce soit en France ou dans n'importe quel pays dans le monde, on insiste sur la question de l'accès au dépistage, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'effectivement, dès qu'on est dépisté, finalement, c'est une garantie de bonne santé. C'est-à-dire que dès qu'on est dépisté, et qu'on sait en tout cas qu'on est séropositif, on est pris en charge, en tout cas dans les pays les plus riches ou là où on a accès au traitement, et on est mis très très rapidement sous traitement. Ce qui est important de se rappeler, c'est que quand en 96 ces nouveaux traitements sont arrivés et ont montré leur efficacité, ils sont aussi arrivés avec beaucoup d'effets indésirables à l'époque. Ce qui faisait qu'à l'époque, on laissait un peu les personnes quelques temps sans traitement parce qu'on essayait de mesurer un bon équilibre entre le fait de rester quand même encore en bonne santé sans traitement, avant de passer à des traitements qui allaient permettre de stopper le virus, mais qui à l'époque en tout cas avaient des effets secondaires importants, enfin des effets indésirables. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. On a des effets indésirables qui sont moins importants, qui parfois sont inexistants même pour certaines personnes. Donc et aujourd'hui, on apprend de différentes façons aussi qu'on est séropositif, parce que aujourd'hui, le dépistage, il peut se passer en allant chercher un autotest à la pharmacie, en ayant un test prescrit par son médecin dans un labo, en allant dans un centre de dépistage. Donc là, il y a plein de... voire on peut l'apprendre aussi parce que quelqu'un nous informe qu'il a été contaminé et qu'on a eu un rapport il n'y a pas très longtemps, et donc c'est important d'aller faire un test. Donc il y a autant de façons parfois d'apprendre sa séropositivité que d'être pris en charge ensuite. Et est-ce qu'une fois qu'on a appris sa séropositivité, qu'on est sous traitement, tout ça c'est pris en charge par la sécurité sociale ou ça a un coût ? Oui, tous les traitements aujourd'hui, en tout cas les traitements antirétroviraux, donc qui sont ces fameux traitements qui permettent de rester en bonne santé, sont pris en charge intégralement par la sécurité sociale. Le test de dépistage, en dehors de l'autotest qu'on va acheter en pharmacie, mais aussi est gratuit. Aujourd'hui, c'est important de rappeler que quand on cherche un lieu où se faire dépister, on peut aller aujourd'hui dans n'importe quel labo en France sans ordonnance et on a accès à un test de dépistage gratuit à partir du moment où on a la Sécu. Donc ça, c'est aujourd'hui les moyens de dépistage, ils sont très très larges. Je ne sais pas si on pourra faire mieux, mais en tout cas, ils sont assez larges. Et là, après, on a effectivement une prise en charge médicale et qui reste gratuite. Les personnes qui aujourd'hui sont, juste pour finir là-dessus, qui sont séropositives, sont ce qu'on appelle pris en charge sous le régime de l'ALD, qui est l'affection à longue durée, qui concerne aussi plein d'autres pathologies et qui permet effectivement d'avoir une gratuité des principaux soins.
Et du coup, est-ce que tu saurais à peu près combien de personnes sont atteintes du VIH, en tout cas en France? En France, on estime à environ 175 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH. Alors, on a besoin de données plus récentes. On pense que ce chiffre est plus important que celui-ci, mais en tout cas, les dernières données étaient celles-ci. Et ce qui est estimé aussi par les chercheurs, alors qu'ils font de savants calculs en termes d'épidémiaux, c'est que sur ces 173 000 personnes, il y a environ entre 20 et 25 000 personnes qui finalement ne savent pas qu'elles sont séropositives. Et là, c'est ce qu'on appelle l'épidémie cachée. En tout cas, c'est là où on a la dynamique de l'épidémie, puisque comme on sait que les personnes qui connaissent leur statut, souvent elles sont sous traitement, et donc elles ne contaminent plus, et ce sont ces personnes en fait qui ne connaissent pas leur statut et qui pour certaines vont pas forcément adopter des gestes de prévention. Elles continuent à faire en sorte que cette épidémie, pour l'instant, elle n'est pas contrôlée. Et du coup, c'est aussi à ça, j'imagine, que sert SIDAction, de pouvoir faire de la prévention, de permettre justement que l'épidémie ne se développe pas. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu cette association qui est quand même très connue, mais pour les personnes qui n'en auraient jamais entendu parler? Alors, elle est très connue, mais en même temps, comme il y a plusieurs acteurs, parfois on confond un peu. Alors, ce qui est important de rappeler, c'est que SIDAction, quand on a été créé en 1994, le premier objectif, en fait, c'était de rassembler des fonds auprès du grand public. Donc il y a eu cet événement qu'on appelle le SIDAction aujourd'hui et qu'on continue d'appeler tous les ans cet événement annuel qu'on appelle le SIDAction. Donc le premier objectif, et qui reste notre principal objectif, même si on a développé d'autres activités, c'est vraiment de collecter des fonds pour à la fois financer la recherche médicale et scientifique, pour continuer à progresser sur la connaissance de ce virus et les moyens de peut-être un jour le contrôler complètement, et de financer aussi des associations qui, elles, en fait, font sur le terrain de la prévention, de l'accompagnement des personnes qui vont être en grande difficulté, en grande précarité, et qui ont besoin aussi d'avoir un suivi aussi social, psychologique par les associations. On finance ces associations, on en finance environ 70 en France, métropole et outre-mer, et on en finance presque 30 en Afrique subsaharienne et en Europe de l'Est. Donc, nous, SIDAction, on n'a pas d'équipe qui font de la prévention en direct. Par contre, on finance des actions ou de prévention ou d'accompagnement. En revanche, on peut dire que modestement, on a déjà un grand rôle de sensibilisation. La prévention, c'est un métier, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Nous, on a aussi tous ces médias qui sont ouverts, notamment au moment du SIDAction, au moment du 1er décembre, pour rappeler à quel point c'est essentiel de continuer à se protéger. Et puis, on utilise aussi de plus en plus les réseaux sociaux qui permettent aussi de faire passer des messages. Et justement, d'ailleurs, si on souhaite, pourquoi pas, aider SIDAction, soit en rejoignant l'association, soit par un don, comment ça se passe? Alors, pour aider SIDAction, très franchement, la première façon d'aider SIDAction et le geste le plus direct, c'est effectivement de pouvoir faire un don à SIDAction. On sollicite les dons au moment de notre événement annuel, mais tout au long de l'année aussi. Donc, il suffit d'aller sur le site de SIDAction, faire un don. Il y a plein de moyens de se mobiliser parce que c'est vraiment, on va dire, le nerf de la guerre. C'est vraiment ce qui nous permet, nous, de continuer à faire notre métier et de répondre à nos missions. Alors, on fait peu appel à des bénévoles en dehors de cet événement annuel. Parce que comme justement on n'a pas d'action de terrain, on ne va pas s'inventer ce qu'on ne fait pas. On fait essentiellement appel à des bénévoles pendant les 3 jours du week-end du SIDAction, notamment, vous savez, pour répondre au 110, parce que les gens appellent le 110, et là, il faut pour le coup des gens très mobilisés pendant 3 jours, des fois pendant la nuit, pour répondre à ces appels. Et puis après, on est une structure avec une équipe salariée. Parfois, on ouvre des postes, mais ce sont des rôles plus précis. C'est toujours l'argent, comme tu disais, le nerf de la guerre. Et justement, tu nous parlais de financer la recherche. J'ai la sensation dans ce que tu dis là, avec justement les traitements qui évoluent, que quand même, c'est un domaine dans lequel il y a des fonds qui sont mobilisés et justement où les traitements, il y a des avancées qui sont notées quand même au fil des années. Oui, parce qu'effectivement, nous, on finance beaucoup ce qu'on appelle la recherche fondamentale. C'est un peu ce qui se passe sous le microscope et parce qu'en fait, ce virus, il est tellement compliqué. Vous savez, on nous a souvent posé la question de pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé un vaccin contre le VIH, alors qu'en 1 an, on avait trouvé un vaccin contre la Covid. Là, on rappelle effectivement que ce virus, il est très, très différent du SARS-CoV-2, du virus de la Covid, qui passe son temps à muter. Donc, c'est difficile aussi de trouver un vaccin qui est efficace contre les différents variants du VIH. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, 40 ans après la découverte du VIH, les chercheurs ils continuent à observer la façon dont ce virus fonctionne dans le corps
pour comprendre comment aller soit l'arrêter avant qu'il rentre dans les cellules, soit le tuer une fois qu'il est dans la cellule. Et donc, cette recherche-là, elle a effectivement permis, au fur et à mesure des années, de mieux comprendre comment le virus fonctionnait et donc d'améliorer, in fine, les traitements qui permettaient justement de bloquer son entrée dans le corps ou sa diffusion. Aujourd'hui, on pourrait nous dire, mais qu'est-ce qu'on cherche encore, puisqu'on nous dit que les gens, finalement, sont en bonne santé une fois qu'ils sont sous traitement. On cherche, on va dire, 2 choses principalement. Bien sûr, toujours ce vaccin. Donc ça, c'est un point important, hein. Bien sûr, on a le préservatif, bien sûr, on a cet effet de ces traitements, mais moi, je rêve qu'un jour, un jeune ou une jeune puisse se dire, voilà, moi, je me suis vaccinée, terminer les préservatifs. Enfin, je suis complètement libérée, plus de crainte parce que je suis vaccinée. Et puis, on cherche autre chose, hein, c'est aussi, finalement, guérir. Parce qu'aujourd'hui, on ne guérit pas du VIH et on cherche à voir comment est-ce que finalement, un jour, on pourra trouver un traitement qui permettra, pris une seule fois, définitivement ou éliminer le virus ou vraiment qu'il soit sous cloche définitivement sans plus avoir à trouver à prendre des traitements tout au long de sa vie. Et d'ailleurs, tu nous parlais d'effets secondaires qui sont moindres sur les traitements. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quels peuvent être les effets de ces traitements ? Ils ont été très lourds effectivement au début, hein, puisque par exemple ils pouvaient parfois entraîner en fait ce qu'on appelle des lipodystrophies, c'est-à-dire qu'on avait les femmes ou les hommes, d'ailleurs c'était différent selon les femmes ou les hommes, mais avoir par exemple des jambes très fines et la graisse allait se mettre plutôt autour du ventre ou parfois derrière ce qu'on appelait la bosse du bison, derrière le cou pour les hommes. Donc ça avait déjà des effets très en plus délétères, hein, sur le physique des personnes et qui déjà avaient peu confiance en elles. Et puis, il y a eu des effets aussi très forts sur, par exemple, l'augmentation du cholestérol, sur le métabolisme en fait des personnes qui aujourd'hui, et c'est pour ça que je le précise, on parle des personnes qui vieillissent avec le VIH. Alors c'est une bonne nouvelle, hein, parce que ces personnes-là, elles sont pas mortes dans les années 80-90, mais elles vieillissent avec le VIH. Mais en vieillissant avec le VIH, à la fois c'est une bonne nouvelle, hein, puisqu'elles sont toujours là, et en même temps, ces personnes qui ont pris les premiers traitements avec ces forts effets secondaires, elles développent aujourd'hui des maladies cardiovasculaires ou des pathologies qu'on peut avoir habituellement en vieillissant, mais elles le développent plus tôt que les personnes séronégatives. Donc ça, c'est les effets à la fois du traitement et du virus qui est dans leur corps depuis très longtemps. C'est vrai qu'aujourd'hui, les traitements disponibles ont moins ces effets-là. On avait aussi beaucoup de traitements qui avaient des effets psychiques. Les personnes dormaient plus, il y avait des problèmes de gestion de l'humeur. Enfin, c'était vraiment très, très compliqué. Ça aussi, ça a un peu baissé. On a les derniers traitements qui peuvent avoir, par exemple, quand même encore un effet sur l'insomnie, sur la qualité du sommeil, sur la prise de poids aussi. On retrouve des traitements aujourd'hui où on s'interroge parfois sur des prises de poids. De nouveau, c'est moindre par rapport à ce qu'on a connu il y a 25-30 ans. Aujourd'hui, on a des personnes qui ont absolument aucun effet indésirable, en tout cas à court terme. Et donc ça, c'est important de le signaler parce que ça leur permet aussi de mener une vie quasi normale. Et du coup, en plus effectivement de ces traitements des problématiques, c'est une maladie qui est quand même très stigmatisée, hein, parce qu'il y a beaucoup de clichés qui circulent autour. T'en parlais, Mégane, un peu plus tôt. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites aussi pour lutter contre ça ? Parce que là, en plus, tu nous le dis, déjà ça peut arriver à tout le monde, premièrement, et en plus de ça, on vit avec et on ne transmet plus. Donc comment on peut lutter justement contre cette image qui est très négative ? Alors, c'est pas une chose facile, effectivement, parce qu'on voit à quel point, d'un côté, la science avance, que la loi aussi avance, hein, petit à petit, c'est pas toujours simple, mais vous avez peut-être vu ce week-end, le ministre des Armées a annoncé qu'enfin les personnes séropositives pourraient avoir accès à l'armée et aux forces militaires. C'était interdit jusqu'à présent pour les personnes séropositives, donc ça a pris du temps, mais en tout cas, peu à peu, certains métiers qui étaient avant interdits aux personnes séropositives sont enfin autorisés. Donc la science avance, la loi avance, en tout cas les discriminations un peu institutionnelles qu'on avait jusqu'à présent. En revanche, c'est vrai que les mentalités ou les peurs qui restent ancrées par rapport au VIH, ça on a vraiment du mal effectivement à lutter contre ça. Je pense que la parole des personnes concernées est aussi importante pour lutter contre les discriminations, hein, de donner aussi un visage au VIH, de dire voilà, moi je vis avec le VIH et je peux être votre voisine, votre amie, votre sœur et je mène aujourd'hui une vie voilà quasi. Alors je dis toujours quasi normale, hein, d'autres personnes font le choix de dire normale.
moi je dis quasi normal parce que tant que je continuerai à prendre un traitement tout au long de ma vie, finalement, et que je continuerai à potentiellement subir des discriminations, je ne considérerais pas que je mène une vie complètement normale. Néanmoins, je travaille, j'ai un amoureux, c'est aussi important de rappeler ça. Et pour lutter contre ces discriminations, il y a donc à la fois, quand elles le peuvent et quand elles le souhaitent, la parole de ces personnes, pour justement dire ça peut concerner tout le monde, et voilà, on vit avec, et vous n'avez pas à avoir peur de moi. Vous allez peut-être avoir peur du VIH et du virus, mais pas de moi. Et puis aussi, c'est important d'avoir la parole de ces chercheurs, de ces médecins un peu connus qui viennent conforter et rappeler que oui, la science a prouvé que grâce au traitement, par exemple, on ne transmet plus le VIH, que oui, la science fait des progrès. Et ça, c'est aussi important d'avoir une parole un peu globale. Il nous manque peut-être sûrement en ce moment une parole, on va dire, plus politique et institutionnelle en termes de prévention et de promotion, d'information plutôt sur ce qu'est la vie avec le VIH, du côté du gouvernement ou des acteurs publics. C'est incroyable, je ne savais pas du tout qu'il y avait des métiers qui étaient interdits comme ça. Le don de sang, par exemple, je savais que c'était très compliqué, mais est-ce qu'il y a d'autres professions comme ça qui sont encore fermées, et pourquoi, surtout, pour quelles raisons ? Parce que je pense qu'au fil, dans les années 80-90, effectivement, ont été pris un certain nombre de mesures où les institutions ou certains corps de métier avaient une peur de la transmission, parce que voilà, il faut le reconnaître qu'à l'époque, en 80, on ne connaissait pas encore très très bien la façon dont le VIH pouvait être transmis. On n'avait pas du tout ces données. Déjà, on avait peu de traitements, mais donc on avait encore moins les données sur le fait que en plus, le traitement pouvait empêcher la transmission. Donc cette peur finalement, ou cette méconnaissance, elle s'est quelque part institutionnalisée dans plusieurs domaines très variés, parce que c'était à la fois, on ne pouvait pas faire l'école du cirque par exemple, on ne pouvait pas aller à l'école de la magistrature, on ne pouvait pas donc être policier sur le terrain. Donc c'est vrai que c'est resté ancré pendant plusieurs années, et vous savez, une fois qu'il y a quelque chose d'ancré au niveau institutionnel, pour faire revenir en arrière, c'est quand même très, très long dans plein de domaines. Et puis il y avait aussi, et il y a toujours, par exemple, des pays qui interdisaient l'accès des personnes séropositives à leur territoire. Alors ça pouvait être, comme on a connu aux États-Unis, jusqu'à Obama, si on était séropositif et qu'on venait juste même en simple touriste, il fallait déclarer sa séropositivité. On n'était pas vraiment sûr d'avoir un visa. Donc soit il fallait mentir. Bon, ça, Obama a heureusement enfin levé cette interdiction. Mais il y a encore des pays où on ne peut pas aller travailler si on c'est-à-dire avoir un visa de travail. Donc voilà. Et pour donner juste un dernier exemple, en 2018, après de longues années de bataille, on a obtenu avec plusieurs associations la levée de l'interdiction des soins funéraires pour les personnes séropositives. C'est-à-dire que quand les personnes mouraient, vous savez, pour conserver le corps, pour le deuil, etc., il y a des soins funéraires, et les personnes séropositives ne pouvaient pas avoir accès à ces soins. Et on reste sur ces discriminations qui parfois sont... arrivent. Il y a des discriminations qui ne sont pas officielles. C'est-à-dire que vous pouvez parfois avoir un dentiste qui va vous refuser un accès aux soins parce que il n'est pas très au fait aujourd'hui des modes de transmission. Et on n'arrête pas de dire qu'aujourd'hui, finalement, les personnes nous disent mais comment est-ce qu'on va se protéger des personnes séropositives ? Alors qu'en fait, elles n'ont pas à avoir peur des personnes qui sont séropositives et qui sont déjà sous traitement. Et elles ne se figurent pas que finalement, elles doivent se protéger pour tout le monde de la même façon. C'est-à-dire que quand un dentiste reçoit un patient, il ne sait pas forcément, et d'ailleurs même le patient ne sait pas forcément d'ailleurs qu'il est séropositif. Donc nous, on dit, quels que soient les métiers, si vous avez des précautions à prendre, et c'était le cas pour les thanatopracteurs, il s'agit de prendre des précautions pour n'importe quelle personne à laquelle vous avez affaire. Donc ça, c'est important de le rappeler. Je voulais revenir du coup sur le fait que quand on a un traitement, on peut mener une vie quasi normale. Comment ça se passe du coup au niveau, par exemple, du fait de fonder une famille ? Est-ce que, parce que tu disais que du coup une mère ne va pas le transmettre, est-ce qu'il y a un suivi particulier pour la grossesse ? Et tu as parlé aussi du lait maternel, si je me souviens bien, on peut le transmettre. Du coup, pas d'allaitement, comment ça se passe ? Sur l'allaitement, je vais revenir, les recommandations évoluent. Avant qu'on soit très au clair sur effectivement la question de la non-transmission avec les traitements, les familles qui souhaitaient, en tout cas plutôt les couples qui souhaitaient avoir un enfant, passaient souvent par des centres
De procréation, oui, voilà. Procréation médicalement assistée. Par exemple, si c'était la femme qui était séropositive et l'homme séronégatif, hein, par exemple dans des couples, ce qu'on appelle sérodifférents, eh bien en fait, il y avait une insémination artificielle pour éviter en fait une relation sexuelle naturelle, voilà. Et de fait, les traitements, ça par contre on le sait depuis très longtemps, les femmes en fait, quand elles étaient enceintes et qu'elles étaient déjà sous traitement, on savait qu'il y avait quasiment plus de risque de transmission du VIH, c'est toujours le cas, donc c'est vraiment... en revanche, jusqu'à présent, on n'était pas trop sûr sur la question de l'allaitement, donc effectivement, on conseillait d'éviter l'allaitement, parce que ça pouvait être un risque de plus de transmission, on n'était pas trop sûr effectivement des effets à ce sujet-là. Peut-être un petit pas de côté, mais par exemple dans certains pays en Afrique, à l'inverse, on conseillait et on conseille encore au moment malgré tout d'allaiter, parce que dans certains pays où par exemple il y a peu d'accès à l'eau potable, et plusieurs études ont montré que finalement les petits, ils avaient bien plus de risques de mourir d'une eau qui n'était pas potable dans un biberon que finalement d'avoir le VIH de leur maman, surtout si elle était sous traitement. Là, les recommandations, et je vous parle de vraiment quelque chose de très très récent, elles ont évolué aux États-Unis, où aux États-Unis ils ont commencé à dire pour l'allaitement, c'est possible de pouvoir allaiter son bébé si les femmes en font le choix, et c'est toujours une question de choix. On a fait un petit papier de positionnement récemment là en France, parce qu'on sait que les recommandations vont bientôt évoluer, en espérant aussi que finalement les mamans elles puissent faire leur choix librement à partir des informations qu'elles ont, et que si à moi elles souhaitent allaiter sans les culpabiliser, sans faire peur à qui que ce soit, elles puissent effectivement être accompagnées dans cette démarche. Donc ça évolue beaucoup. Mais aujourd'hui effectivement, les couples qui ont des enfants, que ce soit l'homme et la femme qui soient séropositifs, les deux, etc., à partir du moment où les deux sont sous traitement, non seulement la conception se fait naturellement, les mamans sont suivies, donc il y a toujours un suivi, effectivement. On s'assure surtout, finalement, qu'elles soient toujours sous traitement pendant leur grossesse, qu'elles continuent à avoir ce qu'on appelle, en fait, une charge virale indétectable. C'est-à-dire que le traitement, il permet la charge virale, c'est la quantité de virus dans le sang. Et en fait, elle devient ce qu'on appelle indétectable, c'est-à-dire qu'elle devient tellement infime en quantité qu'effectivement, c'est pour ça qu'il n'y a plus de risque de transmission. Et tant qu'il y a cette charge virale indétectable, le bébé, le fœtus et après le bébé n'a aucun risque, effectivement, de transmission. Et il y a aussi un protocole pendant l'accouchement, qui est suivi. Il y avait souvent des césariennes, c'est moins le cas jusqu'à présent, mais voilà, ça évolue aussi. Mais vraiment, tout est fait aujourd'hui pour normalement, quand le personnel de santé est bien informé, pour rassurer les mamans et les papas d'ailleurs, sur le fait de pouvoir fonder une famille. Et on a par exemple, sur Instagram, on a une jeune femme qui s'appelle Andrea Mestre, qui témoigne, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais allez voir son compte si un jour vous avez l'occasion. Elle est vraiment 3 magnifiques petites filles, qui sont toutes les 3 séronégatives et qui vont bien, et elle est séropositive, et elle met en avant justement tout ce qu'elle a pu aussi fonder. Et est-ce que s'il y a des enfants qui naissent séropositifs, ils peuvent être traités, soignés dès le plus jeune âge? Comment ça se passe? Oui. Alors effectivement, en France, en fait, il y a que quelques naissances d'enfants séropositifs, mais c'est de fait des enfants dont les mamans ont été pris trop tardivement en charge, qui ont découvert par exemple leur séropositivité en cours de grossesse, ou voilà. Donc là, il y a encore quelques... Mais quand c'est le cas, effectivement, les enfants sont déjà dépistés dès le plus jeune âge, en tant que nourrissons, et sont mis effectivement sous traitement dès le départ. Donc c'est vrai qu'ils commencent leur vie avec un traitement ARV, mais on a, que ce soit ici ou en Afrique, les enfants qui ont accès à un traitement deviennent ados, adultes et continuent leur vie. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on pourrait maintenant parler un peu de ton parcours? Tu nous as dit que ça faisait 27 ans que tu avais le VIH. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu l'as découvert, comment ça s'est passé, et puis comment ta vie a pu changer derrière? Alors, à l'époque, je l'ai découvert en allant faire un test dans ce qu'on appelait les CDAG, un centre de dépistage anonyme et gratuit. J'avais rompu avec mon compagnon quelques semaines avant. J'ai eu des doutes sur sa fidélité, bref. Et donc, je me suis dit, bon allez, ma cocotte, prends ton courage à deux mains et va faire un test. J'en avais fait un quelques années auparavant qui était négatif. Et puis, je savais qu'on n'avait pas toujours su, donc moi y compris,
parler et utiliser le préservatif au bon moment. Donc, et là, sur la question de la contamination, pour moi, c'est important de rappeler aussi qu'à un moment, ça se passe à deux. On est deux adultes responsables et parfois, on se dit que ça n'arrive qu'aux autres et on ne parle pas préservatif au bon moment. Donc, j'y suis allée voilà, je l'ai appris. À l'époque, il fallait attendre une semaine pour avoir les résultats. C'était anonyme. J'étais revenue à l'accueil. C'était un centre qui était dans un hôpital. À l'accueil, puis j'avais oublié mon petit ticket. J'avais un numéro puisque c'était anonyme. Et en fait, le médecin était là, un peu au garde à vous derrière le comptoir. Et quand j'ai dit que j'allais retourner chez moi pour aller chercher le ticket, il m'a dit non, c'est bon, je connais le dossier. Et en fait, j'ai eu l'impression d'apprendre à ce moment-là qu'en fait, il connaissait tellement bien le dossier que j'étais séropositive. Bon, bref, il me l'a annoncé dans son bureau. Donc c'était tout début 97, en janvier 97. Les traitements dont je parlais tout à l'heure venaient d'arriver en 96, mais autant dire que moi, ça me passait j'avais aucune info en fait sur le VIH, sur le sida, donc je me voyais évidemment mourir. Le médecin m'a dit que bon, fallait pas que je m'inquiète, que c'était plus comme en 87, qu'on avait des traitements, etc. Mais j'ai vraiment un clair souvenir de me dire, ce qu'il me dit, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, je sais que je vais mourir, quoi. Donc j'ai fait partie moi de cette génération qui n'a pas été mise sous traitement tout de suite, parce qu'on était sur sur ce dont je parlais tout à l'heure, de ce moment où on se disait bon, les effets sont un peu compliqués, donc donc j'avais des prises de sang tous les 3 mois pour surveiller l'évolution, etc. Et en fait, c'était compliqué, vraiment compliqué au départ. En plus, j'étais pour diverses raisons, j'étais chez mes parents à ce moment-là. J'avais 30 ans, je voulais pas leur dire parce que j'étais pas prête à leur dire que j'étais séropo, parce que j'avais confiance en eux, mais je voulais pas leur faire de la peine, puisque j'étais sûre que j'allais mourir. Et donc c'était compliqué de garder ce secret, ce silence. J'ai pu en parler à quelques amis, heureusement, donc ça m'a permis de libérer un peu la soupape de la pression. Et puis ce qui s'est passé assez rapidement, parce que tu parlais de changer de vie, en fait, au bout de 3-4 mois, j'ai eu la chance en fait de voir à la télé, je ne sais pas si vous connaissez, mais Magic Johnson, qui est un basketteur américain, qui à ce moment-là en fait, très vite parlait de sa séropositivité. Et il était dans une émission à l'époque sur Canal+, où il parlait donc de sa séropositivité et du fait que ces fameux traitements qui étaient arrivés et qu'il prenait maintenant lui avaient en fait sauvé la vie, quoi. Donc il disait, je suis en pleine forme. En plus, Magic Johnson, c'est un grand gaillard. Et en fait, de voir cette personne, c'est-à-dire que pour moi, je voyais pour la première fois finalement une personne séropositive qui disait je et qui témoignait. Et bien en fait, ça m'a fait l'effet qu'aurait dû éventuellement me faire l'effet, que le médecin aurait dû me faire 3 mois avant. C'est-à-dire que j'ai eu confiance en fait dans cette personne que je voyais aller bien. Et je me suis dit, mais peut-être que finalement il y a un espoir. Peut-être qu'effectivement je vais pas mourir, parce que si celui-là il a l'air d'aller super bien, peut-être pour moi aussi, quoi. Et en fait, pour moi, ça a vraiment changé assez vite, et heureusement, ma façon de commencer à vivre avec ce virus. Et ça m'a permis finalement de passer cette étape quelques mois plus tard, de pouvoir en parler à mes parents et à ma sœur. Je parle de ça parce que pour moi, c'était aussi un tournant. C'est-à-dire que je vois à quel point aujourd'hui, même encore aujourd'hui, des personnes ne peuvent pas en parler, ne souhaitent pas en parler à leur famille, à leurs amis proches, parce qu'ils ont vraiment peur du rejet ou autre. Et moi, finalement, de pouvoir parler librement de tout ça avec les gens que j'aimais le plus au monde, était vraiment, effectivement, a été aussi un tournant. Et puis j'ai été finalement mis sous traitement 2 ans plus tard. Donc il a fallu attendre 2 ans avant d'être mis sous traitement. Donc là, c'était une nouvelle étape avec, malgré tout, c'est vraiment, il y a des fois des souvenirs qui restent très précis, de se dire, le médecin m'avait donné le traitement, j'avais mes 2 boîtes de cachets sur la table, et je me disais, à partir du moment où je vais prendre le premier, là, c'est fini, c'est parti pour la vie, quoi. Et d'avoir attendu quelques jours avant de commencer à le prendre. J'ai commencé un soir à le prendre, à me demander si j'allais pas me transformer en citrouille dans la nuit. Enfin, voilà, avec tous ces effets secondaires dont on parlait. Alors, j'en parle en souriant maintenant, mais c'est vrai qu'il y avait cet effet, tu commences et c'est pour ta vie entière. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir des effets indésirables, alors plus ou moins gérables, à part 2 ans qui ont été horribles en termes d'effets sur les intestins, où ma seule obsession chaque jour où je sois, c'était de savoir où étaient localisées les toilettes les plus proches, que ce soit en vacances ou au travail. Mais voilà, j'ai pas eu d'effets très lourds, et depuis, à part quelques problèmes de sommeil, ça va plutôt bien. Donc finalement, en 27 ans,
souvent je me dis j'ai été un petit peu entre deux générations, entre cette génération qui pour certains n'ont pas survécu. Donc le hasard a fait que je suis tombée sur le moment où ces traitements étaient disponibles, que j'ai connu les premières générations de ces traitements. Donc c'est en 27 ans il y a plein de choses qui se passent aussi, et qu'aujourd'hui je fais partie de ceux qui vieillissent avec le VIH et tant mieux, et en même temps où je suis pas encore trop sûre de... j'ai 54 ans, je me dis est-ce que... comment est-ce que... Enfin 55 pardon, vous savez, je rajeunis, incroyable. Je me dis comment je serai dans 10 ans ou dans 20 ans, parce que moi je fais quand même partie de cette génération aussi qui aurait pris des traitements depuis très longtemps, quoi. Bon, j'essaye d'économiser un peu pour ma retraite quand même, alors qu'il y a... effectivement il y a 27 ans je me disais que j'allais mourir, mais ces questions restent encore un petit peu maintenant. Ce qui est peut-être moins le cas, sûrement, et je l'espère pour des jeunes aujourd'hui qui apprennent leur contamination, parce que je pense que les progrès qui existent aujourd'hui sur les traitements nous laissent espérer qu'effectivement, il y a une espérance de vie identique aux personnes séronégatives. Et est-ce que quand tu as découvert ta séropositivité, tu as pu avoir accès aussi à une aide psychologique, peut-être à un accompagnement? Parce que là, de ce que tu nous dis, le monde s'effondre un peu quand même sous tes pieds. Alors, on me l'a proposé dès le premier rendez-vous. Ce que j'ai refusé, enfin sur le coup, c'est-à-dire j'avais l'impression de devoir d'abord gérer toute seule ce truc-là qui m'arrivait, et c'est moi en fait qui ai fait cette démarche quelques mois après, en me disant finalement c'est important de déposer auprès de quelqu'un qui aura pas de jugement, et à qui je pourrais dire des choses que j'ai pas forcément envie de dire à mes proches. Donc ça a été aussi important d'avoir accès à ce soutien, et puis aussi c'était d'autant plus important que autant finalement physiquement j'allais plutôt bien, que j'avais un travail, des amis, et donc j'avais des amis qui étaient aussi au courant, donc j'évoluais finalement dans une situation plutôt favorable. En revanche, ce qui a été un grand blocage pour moi, et qui l'a été pendant très nombreuses années pour d'autres personnes, et qui l'est encore parfois, c'est qu'à l'époque j'étais vraiment tétanisée par la peur de transmettre. Ce qui fait qu'en fait, cette peur plus ou moins exprimée m'a empêchée finalement de reprendre une relation avec quelqu'un. C'est-à-dire que je pense que je me suis mis sans faire de la psychologie de comptoir, mais des barrières pour empêcher toute relation. Et ce qui fait que je suis restée 10 ans sans personne dans ma vie, sans avoir de relation sexuelle. C'était pour moi, j'étais vraiment, alors que je savais, c'est comme la peur dans l'avion, hein, je savais rationnellement que en utilisant un préservatif, j'avais pas de risque de transmission, mais c'était vraiment trop important pour moi. Et ça a été un pan de ma vie qui a fait que, je disais tout à l'heure, une femme séropositive, et déjà aussi à mon époque, pouvait avoir des enfants, mais c'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai pas d'enfants, parce que finalement, quand je me suis libérée grâce à ces informations sur la non-transmission du virus avec un traitement efficace, je suis tombée amoureuse avec mon chéri qui est toujours là, mais qu'il était trop tard pour moi, j'avais plus de 40 ans pour décider d'avoir des enfants. Donc pour moi le fait de ne pas avoir eu d'enfants, c'était un effet indirect de la vie avec le VIH, et je sais aujourd'hui à quel point, c'est pour ça que je le répète en boucle, cette histoire de non-transmission, parce que je sais à quel point aujourd'hui une personne qui apprend sa séropositivité et qui va bien au niveau physique va encore aujourd'hui pouvoir se mettre des blocages faute d'informations actualisées sur le VIH. Et puis même, comme tu disais, trouver un partenaire et l'annoncer, ça ne doit pas être quelque chose de facile, même avec l'avancée des traitements aujourd'hui, vu les stigmates qu'il y a autour de la maladie. Oui, c'est compliqué. On a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens. À la fois par exemple, à SIDAction, tous les ans, on fait un sondage auprès des jeunes. Alors, je ne vais pas stigmatiser les jeunes, parce qu'on l'a fait aussi auprès de moins jeunes, on avait plus ou moins les mêmes résultats. Mais bon, en l'occurrence, donc là, on le fait annuellement auprès des jeunes. Et dans les questions qu'on pose, on a par exemple la question de la confiance dans le préservatif. Donc, très largement, 95%, les gens nous répondent qu'ils ont confiance dans le préservatif comme moyen de prévention. En revanche, quand on pose la question « Est-ce que vous seriez prêt à avoir des relations sexuelles protégées avec une personne séropositive ?», on a 25% qui nous répondent non. Donc, c'est paradoxal, c'est-à-dire que les personnes, elles continuent à avoir peur des personnes séropos, même avec un préservatif. Donc les peurs, elles restent très ancrées. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a des témoignages qui nous disent je lui ai appris que j'avais le VIH, il est parti en courant, quoi. Donc, et en fait,
moi j'ai un peu, je l'ai un peu annoncé de manière un petit peu spécifique parce que il s'est trouvé que en fait j'ai rencontré mon compagnon sur Mythique, qui était l'outil à l'époque, et en fait je me suis dit que je voulais pas que finalement notre première rencontre en vrai soit finalement polluée entre guillemets par cette annonce. C'est-à-dire que je me suis dit, j'ai vraiment envie que cette première rencontre, elle soit vraiment une première rencontre et que je garde pas en tête le fait de savoir à quel moment j'allais lui annoncer. Donc en fait, j'ai pris le parti de lui annoncer avant de se rencontrer. Et en disant que finalement, s'il venait à la première rencontre, c'est qu'il venait en tout état en connaissance de cause et c'est ce qui s'est passé, puisqu'en fait, il est venu. Voilà, et que ça lui a permis lui aussi finalement... alors il n'y a pas de recette magique, hein, chaque histoire et chaque décision est différente, mais c'est vrai que ça lui a permis lui de digérer la nouvelle, de s'informer finalement, peut-être parce que avec des questions qu'il aurait peut-être pas osé me poser si je lui avais balancé l'information comme ça. Et voilà, donc il aurait pu aussi très bien couper tout contact et partir en courant, ou en tout cas rompre le contact. Donc ça c'est j'ai envie de dire j'allais dire c'est une épreuve, mais oui, l'annonce malgré tout, elle reste, elle devrait pas pourtant l'être, hein, mais le dire à ses amis, le dire à sa famille, le dire à son amoureux ou à son partenaire sexuel d'une nuit, enfin peu importe, ça reste quelque chose qui est fort encore et qui effectivement peut faire partir en courant les gens. Oui. Et qui peut pousser aussi à mentir justement et à pas dire les choses par peur du rejet finalement. Oui, alors moi c'est ce que je commence à faire et je le dis maintenant. C'est alors pas avec mes amoureux parce que j'en ai qu'un mais dans le milieu de la santé. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi j'étais confrontée effectivement beaucoup trop régulièrement ou à des remarques déplacées ou à des attitudes que je ne comprenais pas. Alors surtout venant de professionnels de la santé, que j'ai toujours été transparente jusqu'à présent, en disant que en me disant que j'ai affaire à des professionnels de santé et quelle que soit leur spécialité, je leur dis parce que ça peut effectivement être utile dans les soins ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, j'ai décidé dans certains cas, dans les cas où j'estimais qu'effectivement ma séropositivité n'avait aucun lien avec ce pourquoi je venais voir la personne, et de plus le dire. Parce que après 27 ans de vie avec le VIH, j'ai plus envie, en fait, de me trouver confrontée à cette situation. Et je l'étais encore il y a 2 ans avec une anesthésiste. Et oui, cette situation où ce risque de rejet, il peut amener effectivement à mentir ou à... C'est mentir ou ne pas dire, parce qu'effectivement, on nous pose souvent la question, est-ce qu'il faut le dire à son employeur et nous, on dit en boucle, mais surtout pas. Enfin, autant il y a eu très longtemps, quand les gens étaient très malades, ils étaient souvent absents. C'était, à un moment, il fallait ou mentir sur la raison pour laquelle on était absent, ou etc. Aujourd'hui, effectivement, avec les traitements, les personnes font des examens tous les 6 mois, on passe s'absenter, tu prends du RTT et puis tu t'arranges. Donc nous, on dit... ne le dites pas. Enfin, si vous sentez que c'est pas important, parce qu'on voit encore des rejets en milieu professionnel. Et est-ce que du coup tu as subi d'autres discriminations qu'au niveau médical à cause de ta séropositivité ? Indirectement, c'est-à-dire que, alors là aussi ça s'est amélioré, hein, mais par exemple pendant très longtemps, les personnes séropositives n'étaient pas en mesure de prendre de prêts, parce que sur des prêts, sur des très court terme, oui, mais en tout cas pour acheter une maison par exemple c'était juste impossible. Alors ça c'était pas les banques, c'était les assurances, et là aussi est-ce qu'il fallait mentir ou pas, mais autant si tu prends un prêt sur 4-5 ans, bon, tu peux mentir et tu vas rembourser ton prêt. Quand tu prends un prêt pour une maison, en général c'est sur 25 ou 30 ans, et si tu mens et que l'assurance finalement découvre que tu es séropositif et que tu l'avais pas dit et que tu n'es plus en mesure de rembourser ton prêt parce que tu es tombé malade ou quoi que ce soit, les assurances elles prenaient pas de risque et donc en fait elles refusaient d'assurer le prêt. Et si tu n'es plus assuré pour ton prêt, évidemment, la banque ne va pas non plus t'assurer. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès qui concernent aussi d'autres pathologies, cancer et autres, sur effectivement les règles qui se sont beaucoup assouplies. Mais voilà, c'est plutôt finalement je parlais tout à l'heure de l'entrée aux États-Unis. Moi, à l'époque, pour le boulot que j'avais, j'allais régulièrement aux États-Unis.
Voilà, je me disais, mais où est-ce que je vais planquer mes médicaments? Parce qu'évidemment, je mentais pour avoir mon visa en disant que je n'étais pas atteinte d'une maladie infectieuse et que je n'ai pas non plus tué le président, hein, puisque c'est un peu partie des questions qu'on nous posait. Et ben, je planquais mes médicaments sur moi. Et à chaque fois, c'était une montée de stress au moment de passer la douane, parce que j'ai dit, pourvu qu'on me fouille pas et qu'on tombe pas sur mes médicaments. Donc c'est pas la discrimination directe, mais c'est une situation de discrimination qui fait que ça vous met toujours dans un état de mentir, dissimuler et qui est quand même pas confortable. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil ou une recommandation à faire à des personnes, jeunes ou moins jeunes, qui découvrent justement leur séropositivité aujourd'hui? Alors, le premier conseil qui est facile à dire, parce que c'est celui qu'on m'a donné il y a 27 ans, mais c'est de dire ça va aller, vous allez vivre longtemps et en bonne santé. Ça c'est important, que vous allez effectivement être confronté parfois à de la discrimination mais que la confiance que les personnes doivent avoir en elles aujourd'hui, que l'information sur le fait qu'elles vont rester en bonne santé, qu'elles n'auront aucun risque de transmettre le VIH, ça c'est aussi important qu'elle l'ait, parce que ça donne confiance et ça permet aussi d'affronter ce type de situation. Après c'est d'éviter de s'isoler. J'ai pas de recette magique dans une jeune fille qui m'a contactée récemment sur cette question, de recette magique pour l'annoncer à ses proches. C'est tellement lié à ce que sont les personnes autour de nous, c'est aussi parfois prendre le risque de perdre certains amis. Bon, après je me demande s'ils étaient vraiment amis, s'ils s'en vont au courant, parce que on leur apprend notre séropositivité. Mais c'est aussi, si justement on est dans un blocage par rapport au fait d'en parler à ses proches, c'est quand même de trouver quelqu'un pour en parler. Ça peut être dans une association, ça peut être éventuellement un psy, parce qu'à un moment, c'est important de déposer ça. Il y a des gens qui vivent très très bien avec ce secret. Hein. Je dis souvent qu'il y a 173 000 personnes qui vivent avec le VIH, il y a 173 000 histoires différentes. Et il y a des personnes qui parfois nous disent... Moi, j'en parle avec personne et ça va très bien, quoi. Et d'autres qui disent, j'en parle à personne et qui pleurent à cause de ça. Donc mais je pense que malgré tout, de pouvoir à un moment, en parler avec des gens de confiance, c'est aussi important, et de savoir à quel moment il n'y a pas lieu d'en parler, quoi. Et aussi peut-être que c'est important d'inviter les personnes qui nous écoutent, qui auraient un doute, ou même toutes les personnes, à se faire dépister, parce que tu le disais, le vrai problème, c'est de ne pas savoir qu'on vit avec le VIH, parce que déjà on peut tomber malade et en plus le transmettre. Oui, et ça c'est vraiment, j'ai envie de dire, autant j'ai pas envie de banaliser le VIH, mais j'ai envie de banaliser le dépistage du VIH. Ça c'est vraiment de se dire aujourd'hui... toute personne aujourd'hui dans sa vie devrait au moins avoir fait un test, et c'est pas le cas. Et notamment, là on parlait des jeunes, hein, mais aujourd'hui on voit une proportion grandissante de personnes de plus de 50 ans qui apprennent leur séropositivité. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent des jeunes, je leur dis allez parler à vos parents aussi. Parce que finalement, même s'ils ont fait partie de ces générations qui pourtant a traversé les années 80-90 avec toutes les images qu'on a autour du sida à l'époque, et ben ils reviennent dans une attitude... que beaucoup de personnes partagent, finalement, on voit plus personne mourir du sida, on n'en parle plus, donc finalement ça concerne que les autres et ça ne concerne pas. Et moi je peux pas finalement être contaminée par le VIH, j'ai aucun risque, on sait pas ce que ça veut dire avoir aucun risque, mais et ce qui fait que le résultat il est là, c'est que sur les environ 5000 personnes qui découvrent leur séropositivité chaque année, on a aujourd'hui 23% de personnes de plus de 50 ans, c'est-à-dire plus que la proportion de jeunes qui découvrent leur séropositivité. Donc oui, aller se faire dépister, même si on se dit j'ai pris aucun risque, ça coûte rien, parce que même quand on est dans un couple stable, on ne sait pas finalement ce qu'à un moment son conjoint a fait, et peut-être que c'est rassurant d'aller se faire dépister, qu'on ait 15, 20 ou 50 ans, parce que justement aujourd'hui, autant il y a eu des années, il y a très très longtemps, on se disait mais les gens ils vont se faire dépister, on n'a rien à leur offrir derrière, sinon à leur dire qu'ils vont mourir. Aujourd'hui, on a juste à leur dire que oui, ils vont vivre. Et donc là, le dépistage, il doit vraiment être pris en compte, promu par les médecins de famille. Les médecins de famille, les médecins généralistes, parfois, ils n'osent pas en parler à leurs patients parce qu'ils se disent « Oh là là, si je propose le test VIH à mes patients, ils vont croire quoi ?» C'est-à-dire que ce qui est important aussi à passer comme message aujourd'hui, c'est de se dire que aujourd'hui, quand on parle du fait d'être séropositif, on nous demande
encore trop souvent, parfois, et comment ça t'est arrivé, quoi. Et parce que, quelque part, on a envie de te classer dans ceux à qui c'est la faute, pas la faute, te dire que tu as sûrement fait un truc et que tu l'as bien cherché. Quand on annonce qu'on a un diabète, on nous demande rarement comment ça t'est arrivé, quoi. Et ben voilà, sur le VIH, plutôt que de demander comment ça va, on demande comment c'est arrivé. Et donc ça, les médecins, ils hésitent à parfois proposer un test VIH à leurs patients parce qu'ils se disent que, comme s'ils jugeaient en fait l'attitude des personnes. Et ça, c'est ce qui fait aussi la particularité du VIH, contrairement à d'autres maladies chroniques, c'est-à-dire que autant au niveau médical, je pense qu'effectivement ça devient une maladie chronique comme les autres, autant on en parlait tout à l'heure, sur le vécu, sur tout ce que ça draine autour de peur et de jugement moral, sur la manière dont tu as été contaminé, et ben c'est ça qui empêche parfois aussi d'aller au dépistage. Qu'est-ce qu'on va penser de moi, quoi. Et donc ça, voilà, on a envie, nous, de se battre contre ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. On espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez vous faire dépister facilement et que connaître son statut permet non seulement de se soigner, mais de ne pas contaminer les autres. Et si vous êtes séropositif ou séropositif, sachez que vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à vous rapprocher de SIDAction ou d'une autre association pour trouver de l'aide et l'écoute dont vous pourriez avoir besoin. D'ailleurs, vous pouvez faire des dons au SIDAction directement sur le site internet de l'association. Quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les meufs!